Mathéus avait 16 ans et avait les yeux de quelqu'un qui en avait trop vu, trop tôt. C'était un dimanche humide de septembre 2022 et il se préparait à l'audience la plus importante de sa vie comme quelqu'un qui prépare son sac à dos pour l'école. Méthode, attention et un peu de silence. À cette époque, il vivait avec sa grand-mère Donna Yolanda dans une maison de 2 pièces à Belford-Roxo. Il partageait la chambre avec des piles de livres et un ventilateur bruyant qui provoquait plus d'espoir que de vent. Il s'est réveillé avant le réveil, comme d'habitude. Il a bu du café noir sans sucre, a mis le pantalon qu'il avait acheté dans une friperie à Pavuna et a mis une paire de chaussures usées à force de marcher de forum en forum. À 6h27, il a quitté la maison avec son sac à dos usé sur le dos, emportant avec lui la seule chose que personne ne pouvait voir, la certitude qu'il faisait ce qu'il fallait. En route vers le forum de la zone nord, tandis que le BRT tremblait comme une promesse d'avenir, Mathéus passait mentalement en revue les arguments, les clauses du processus et les noms des voisins qui témoigneraient. C'est le cas de Monsieur Juvénal, père d'un ami d'enfance, qui était sur le point d'être expulsé de la maison où il vivait depuis 3 décennies. Le terrain était soudainement devenu intéressant pour une entreprise de construction qui avait trop d'amis haut placés. Et aucun avocat ne voulait se battre à ce sujet. Mais Mathéus n'était pas un avocat. C'était un gars avec des cicatrices invisibles et le courage de quelqu'un qui sait que perdre fait partie de la vie, mais ne pas essayer est le véritable échec. Et c'est pourquoi ce jour-là, même avec les mains moites et froides, il allait entrer dans ce tribunal comme s'il entrait dans son propre combat. Il est arrivé au forum vers 8h10, soit 20 minutes avant l'heure prévue. Il a passé la sécurité, a enlevé sa ceinture, sa montre, même ses chaussures, comme s'il laissait de côté tout ce qui pouvait l'accuser d'être un problème. L'agent de sécurité, un homme bedonnant à la voix rauque et aux yeux paresseux, regarda à 2 fois avant de le laisser partir. « Pour quel accusé allez-vous assister à l'audience » il a demandé. Mathéus déglutit difficilement. « Je suis l'avocat » répondit-il en essayant de sourire. L'homme laissa échapper un « Ah » et ne dit rien d'autre, mais son regard le montrait clairement. Il en doutait. Mathéus suivit. Couloir bondé, pas précipité, conversation chuchotée. Le forum sentait le vieux papier, le café faible et trop d'ego. Dans la salle d'attente, il était assis à côté de 2 messieurs en costume qui discutaient d'un nouveau condominium à Itaboraï. Lorsqu'ils entendirent le nom de l'affaire qu'il allait juger, l'un d'eux laissa échapper un petit rire étouffé. « Ah, le cas de la petite invasion, » dit-il. Mathéus prit une profonde inspiration. J'y étais habitué. Depuis l'université, où il était toujours le vieux, le drôle, le gars de la Bekshada, il a appris à identifier le mépris déguisé en politesse. Seulement maintenant, c'était différent. Il était là en tant que défenseur, avec l'OAB dans votre poche et l'histoire de toute une famille entre vos mains. Et pourtant, personne ne semblait croire qu'il appartenait à cet espace. Mais il y croyait. Et pour l'instant, c'était suffisant. Lorsque l'audience a commencé, Mathéus est entré dans la pièce avec son cœur battant si fort qu'il semblait résonner sur les carreaux beige des murs. Le juge, un homme aux cheveux gris, à la voix lente et aux lunettes fines qui pendaient bas sur son nez, leva à peine les yeux lorsqu'il le vit. L'avocat du défendeur n'est-il pas encore arrivé ? demanda-t-il en regardant l'huissier. Mathéus s'éclaircit la gorge et répondit fermement. « Je suis là, votre Excellence. » Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quel mot. Le juge le regarda enfin, surpris, presque impatient, comme s'il avait été interrompu par un stagiaire perdu. « Avez-vous une procuration dans cette affaire ?» demanda-t-il sur un ton mêlant doute et méfiance. Mathéus hocha la tête et lui tendit le dossier contenant les documents. Le juge l'a reçu, toujours incrédule. C'était comme si, juste par son apparence, Mathéus avait besoin de prouver à chaque instant qu'il n'était pas là par erreur. De l'autre côté de la pièce, les avocats de l'entreprise de construction, 2 hommes en costume qui semblaient avoir été repassés par des anges, échangeaient des sourires crispés. L'un d'eux, aux cheveux gélifiés et au visage bronzé par le parcours de golf,
murmura quelque chose et laissa échapper un petit rire que Matthäus choisit d'ignorer. Il savait que cette affaire n'était pas seulement juridique, elle était symbolique. C'était lui contre toute une machine qui décidait, chaque jour, qui méritait une voix. Lorsqu'il fut autorisé à parler, sa voix était ferme, mais la boule dans sa gorge était toujours là. Il a commencé par raconter l'histoire de Juvénal, non pas comme quelqu'un qui récite des faits, mais comme quelqu'un qui les revit. Il a parlé de la maison qu'il a construite petit à petit, de la citerne qu'il a fabriquée avec l'aide de ses voisins, du premier vélo de son fils qu'il a acheté avec l'argent de la vente de churros. Et tandis qu'il parlait, quelque chose changea. La pièce, qui semblait auparavant être une arène hostile, commença à écouter. Matthäus a présenté les preuves comme s'il révélait des secrets gardés depuis des années. Il y avait de vieilles photos, des reçus oubliés, des déclarations manuscrites à l'écriture tremblante de voisins qui avaient suivi l'histoire brique par brique. Il a montré une carte de la zone, a souligné les irrégularités dans les documents de l'entreprise de construction, a nommé les politiciens impliqués dans le processus et a cité des articles de loi avec une précision qui a fait se tortiller les avocats de l'autre partie sur leurs chaises. Mais rien de tout cela n'était accompagné d'arrogance. Matthäus parlait avec l'humilité de quelqu'un qui a appris à étudier dans le bruit, mémorisant le code civil au son de la musique funk entrant par la fenêtre. Le juge, qui semblait jusque-là distant, a commencé à prendre des notes. L'un des avocats adverses a demandé une pause, et c'est à ce moment-là que Matthäus a su qu'il avait renversé la situation, lorsque les puissants ont commencé à transpirer. Pendant la pause, il a quitté la salle et s'est rendu à la fontaine à eau. Les mains tremblaient, il sentait la sueur couler dans son dos, collant sa chemise à son corps. Un serviteur plus âgé s'approcha lentement, comme s'il ne voulait pas s'engager. « Tu as bien fait là-dedans ? Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de ton âge parle comme ça. » Matthäus hocha la tête en guise de remerciement, incapable de cacher sa fatigue. En fait, il était épuisé. Mais j'avais appris de la vie que la fatigue n'est pas une excuse quand quelqu'un compte sur vous. Il pensait à sa grand-mère, à son Juvénal, à tous ces autres cas qui étaient perdus faute de quelqu'un qui osait simplement dire non à ce qui lui avait toujours été imposé. Et là, debout dans ce couloir froid et sans âme, il réalisa « ce n'était pas seulement une affaire, c'était une mission ». Lorsque l'audience a repris, la défense est revenue sur un ton différent. Moins d'arrogance, plus de prudence. L'un des avocats a tenté d'invalider les documents apportés par Matthäus, affirmant que certaines preuves provenaient de « sources informelles ». Le juge haussa un sourcil, curieux. Matthäus a ensuite expliqué en détail comment il a visité la communauté, comment il a parlé aux habitants qui connaissaient le territoire avant même l'arrivée de l'électricité, et comment il a recueilli des signatures avec l'aide d'un leader local qui se promenait avec un déambulateur recouvert d'autocollants Mangueira. Il a cité des lois d'urbanisme qui semblent avoir été oubliées même par les experts. À chaque phrase, monsieur. Juvénal, assis en arrière-plan, les larmes aux yeux, hochait la tête avec gratitude. Il ne comprenait pas les termes techniques, mais il reconnaissait le courage de l'orateur. Dans la dernière ligne droite, Matthäus a fait quelque chose d'inattendu. Il a demandé au juge d'écouter un enregistrement audio. C'était Donna Céleste, une femme de 82 ans, qui disait d'une voix rauque et étranglée « Juvénal a planté un arbre sur cette terre alors qu'elle était encore forêt. Le premier goyavier était le sien. Je l'ai vu. » L'enregistrement résonna dans la pièce avec une force qu'aucune thèse ne pouvait produire. Et à ce moment-là, le légal s'est incliné devant l'humain. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Jusqu'à ce que le juge prenne une grande inspiration, retire ses lunettes et dise à voix basse « C'est fini pour aujourd'hui. Décision demain, 9 heures. » Matthäus est parti sans savoir s'il avait gagné. Mais au fond de moi, je savais que j'avais accompli quelque chose d'encore plus grand, être véritablement entendu. Le lendemain matin, Matthäus se réveilla avant le soleil. Il avait mal dormi, ou plutôt, il n'avait presque pas dormi.
Il a passé la nuit allongé sur le mince matelas de la chambre de sa grand-mère, à regarder le plafond qui s'écaillait, à revivre chaque phrase prononcée, chaque expression du visage du juge, chaque regard échangé avec les avocats de l'entreprise de construction. Son corps lui faisait mal, comme s'il avait lutté physiquement toute la journée. Et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. Il se leva lentement, se lava le visage dans le lavabo improvisé de la salle de bain avec un seau, enfila le même pantalon que la veille, repassé à nouveau par sa grand-mère qui lui souhaita bonne chance avec un baiser sur le front, et partit avant que le café ne soit prêt. Dans le bus, alors que le jour se levait timidement derrière les bâtiments couverts de graffitis de l'Avenida Brasil, Mathéus pensait à tout ce qui était en jeu. Ce n'était pas seulement votre Juvénal. C'était lui aussi. C'est chaque garçon de la périphérie qui a osé un jour rêver de la justice, comme d'une alliée, et non comme d'une menace. Il est arrivé au forum 20 minutes plus tôt, encore une fois. La salle était vide, à l'exception d'un employé du café qui lui a offert un pain au fromage et lui a dit « Vous êtes l'avocat de ce monsieur, n'est-ce pas? Bonne chance aujourd'hui. Je vous soutiens. » C'était plus chaud que le café tiède. Quelques minutes plus tard, les personnes impliquées sont arrivées. Le juge, le greffier, les deux avocats de la défense avec leurs mallettes en cuir et un rythme rapide. Mathéus prit une profonde inspiration lorsque l'audience s'ouvrit. Le juge, l'air moins sceptique, s'éclaircit la gorge et commença à lire. Il a utilisé des termes formels, mais le contenu était clair. Décision en faveur du défendeur. L'action de l'entreprise de construction a été jugée incohérente. La possession de Juvénal a été reconnue comme légitime, et la demande de réintégration a été rejetée. Mathéus écoutait tout en silence, les poings serrés dans les poches de son pantalon. Quand il eut fini, il regarda Juvénal, qui s'était mis à pleurer, pas un cri scandaleux, mais un de ces cris qui semblent avoir attendu des années pour sortir, le cri de quelqu'un qui a enfin été vu. Après la décision, le forum avait une apparence différente. Le même sol froid, les mêmes couloirs avec des panneaux tordus et l'odeur de la bureaucratie, mais quelque chose dans l'air avait changé. Mathéus quitta la pièce d'un pas ferme, mais son cœur battait toujours fort. Monsieur Juvénal le serra fort dans ses bras, comme un père qui retrouve son fils après la guerre. « Tu étais ma voix, mon fils, je n'oublierai jamais. » Et dans cette étreinte, Mathéus sentit le poids des années de cet homme se transférer, pendant une seconde, sur ses épaules. Un gentleman qui a vécu presque invisible pendant des décennies, désormais protégé par la vérité elle-même. Dehors, un habitant du quartier qui était allé assister au procès et était resté dehors, courut vers lui, les yeux écarquillés. « Docteur, docteur Mathéus, la vendeuse m'a demandé de vous annoncer votre victoire. Elle pleure sur le toit. » Mathieu a ri, un rire fatigué et soulagé qui semblait venir du plus profond de moi. Sur le chemin du retour, le bus était bondé, mais il ne l'a même pas remarqué. Appuyé contre la fenêtre, je regardais Rio passer comme un film sans son. Le vendeur ambulant avec les chaussettes 3,10, l'enfant avec le sac à dos plus grand que son corps, la fille qui dort avec la tête appuyée sur la barre de fer. Tout semblait plus beau ce jour-là, comme si le monde avait perdu un peu de sa dureté. Lorsqu'il arriva à la maison, Donna Yolanda l'attendait à la porte, avec un sourire qui ressemblait à celui d'une fille. « Je savais déjà que tu y arriverais. Je prie depuis hier. » Mathéus entra, enleva ses chaussures et se jeta sur le canapé en cuir déchiré. Il y avait des nouvelles à la télé, mais il n'y a pas prêté attention. J'ai regardé le plafond, pour la première fois depuis longtemps, sans penser à l'étape suivante, au problème suivant. J'existe simplement là, dans cet instant, dans cette conquête, dans ce souffle rare que seuls ceux venus d'en bas savent savourer. Dans les jours qui suivirent, Mathéus commença à être appelé par des gens qu'il ne connaissait même pas. Des messages sur Instagram, des notes laissées à l'entrée du palais de justice, des invitations à des interviews qu'il a poliment déclinées. « Je n'ai rien fait de spécial, juste mon travail », disait-il toujours, avec ce ton humble de quelqu'un qui sait que l'exploit est grand, mais qui ne veut pas porter de médaille. Un groupe de juristes progressistes a publié une note louant sa performance,
et mentionnant l'importance de davantage de voix comme la sienne dans les tribunaux. Un professeur de droit de l'UERJ, que Mathéus admirait depuis ses études de premier cycle, lui a écrit pour lui proposer un partenariat. Et même avec tout cela, il a continué à conduire sa camionnette jusqu'au collège communautaire où il donnait des cours le soir, enseignant à des jeunes comme lui comment écrire des pétitions et comprendre le pouvoir de leurs propres mots. Le cas de M. Juvénal n'a pas fait les gros titres, mais il est devenu une fresque sur le toit de la communauté où tout a commencé. « Ici vit la justice qui reste », disait la banderole peinte en rouge. C'est dans ce contexte qu'est né Direito de Ficar, un projet qui n'a toujours pas de siège fixe, mais avec une grande âme. Mathéus a utilisé une salle empruntée au centre communautaire, 3 ordinateurs donnés par d'anciens étudiants et le Wi-Fi provenant d'un cybercafé du coin. L'idée était simple, offrir un soutien juridique aux familles menacées d'expulsion, en montrant que la loi pouvait aussi servir la favela. Petit à petit, des avocats de la périphérie ont commencé à se joindre à eux. Des gens qui connaissaient les ruelles, les trous dans les trottoirs, les noms des enfants des ramasseurs de papier. Et là, entre paperasse, café-filtre et regards pleins d'espoir, Mathéus sentait qu'il construisait quelque chose de plus grand que lui. Jusqu'au jour où, presque 2 mois après sa victoire au Forum, il reçut une assignation à comparaître. Le papier portait le sceau de l'entreprise de construction. Et un nouveau chapitre commença. Inattendu, injuste et plus dangereux que tous les précédents. La convocation était directe, froide, presque cynique. Mathéus était poursuivi pour calomnie, diffamation et détournement de preuves. L'accusation provenait de la même entreprise de construction à laquelle il avait été confronté, mais avec une autre équipe d'avocats encore plus agressive et une demande d'indemnisation d'un montant absurde. Lorsqu'il a lu cela, assis sur la chaise en plastique du centre communautaire, Mathéus n'a pas pu retenir son rire nerveux. Pendant quelques secondes, il a pensé que c'était une farce. Mais le timbre était réel, le protocole aussi. Et à ce moment-là, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'université, quand il avait presque tout abandonné à cause du manque d'argent. La peur. N'ayez pas peur du processus lui-même, mais de ce qu'il représente. Une tentative évidente de faire taire, pour montrer que, même lorsque vous gagnez, le système trouve un moyen de vous faire payer. Il ne s'agissait pas seulement de lui. C'était une menace pour quiconque osait suivre le même chemin. La nouvelle s'est répandue rapidement, mais pas par les canaux traditionnels. Il y a eu des voix dans la communauté, des captures d'écran sur WhatsApp, des regards méfiants de ceux qui craignaient que s'en prendre aux grandes personnes et dépasser les bornes. Mathéus essayait de maintenir sa posture, mais à l'intérieur de lui, tout s'effondrait lentement. Il a recommencé à souffrir d'insomnie, a commencé à manger moins, et pendant quelques jours, il a sérieusement envisagé de mettre fin au projet. « Si je tombe, ils s'en prendront à tous ceux qui sont avec moi », pensa-t-il. Mais c'est par une nuit pluvieuse, seul dans la pièce avec les documents de l'affaire ouverts sur la table, qu'il a reçu un appel. C'était votre Juvénal. La voix à l'autre bout du fil tremblait, mais elle était ferme. « Mathéus, si tu arrêtes maintenant, ils gagneront 2 fois. La première fois, c'était contre moi. La deuxième fois, ce sera contre ce que tu représentes. Je suis avec toi. La communauté est avec toi. » Et c'est là, dans ce moment simple et puissant, que Mathéus a fait le choix le plus important de sa vie. Mathéus a décidé qu'il n'allait pas reculer. Il a réuni des amis d'université, des militants, des professeurs et d'anciens collègues de stage. Il a expliqué l'affaire, montré l'assignation à comparaître, partagé tous les détails de ce qui se passait. La réponse a été écrasante. En moins d'1 semaine, un réseau de soutien s'est formé. Des juristes renommés ont proposé de le défendre bénévolement. Une campagne en ligne a permis de collecter des fonds pour couvrir les frais juridiques. La communauté a tagué la façade du centre communautaire avec la phrase « Ici, personne ne lâche la main de personne ». Et ce qui était censé être une tentative de faire taire est devenu la une des journaux nationaux. Pour la première fois, Mathéus s'est vu à la télévision. Non pas comme un symbole de scandale, mais de courage. La pression publique était si forte que l'entreprise de construction elle-même, confrontée aux répercussions négatives,
a retiré son action avant la première audience. Sans prendre aucun blâme, bien sûr. Mais pour Matthéus, c'était une victoire plus grande que n'importe quelle condamnation. Et c'est ainsi que, même sans comprendre tout ce qu'il avait vécu, il comprit clairement une chose. La justice n'est pas un lieu. C'est un mouvement, un effort collectif, têtu, fatigant, mais possible. Aujourd'hui, Matthéus se promène toujours dans les ruelles de Belfort-Roxo avec le même sac à dos usé sur le dos. Il s'assoit toujours sur les trottoirs pour entendre des histoires d'expulsion, de peur et de lutte. Le droit de rester a pris de l'ampleur. Il y a déjà plus de 30 avocats bénévoles, 3 communautés desservies et des centaines de familles qui ont appris qu'occuper un espace n'est pas un crime, c'est un droit. Matthéus n'apparaît pas sur les couvertures des magazines. Il n'a pas de profil vérifié, mais chaque fois que quelqu'un frappe à la porte du projet et dit « J'ai entendu dire que vous nous aidez à rester à la maison », il sourit. Parce qu'au fond, c'est ça. Rester, c'est aussi résister. Et résister, pour lui, est la plus belle façon d'exister. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.